OK. Voici donc bonjour mesdames et messieurs, chers collègues, chers résidents. Donc toujours dans le cadre de notre programme de formation médicale continue en cardiologie, nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir notre compatriote et notre ami qui est chef d'unité de rythmologie donc à l'hôpital Marne-la-Vallée du côté de Paris. Donc, c'est notre ami Mohamed Bellameche qui va nous parler d'un problème d'actualité pour nous, surtout en Algérie, place de l'ablation dans le traitement de la fibrillation auriculaire. Cette session sera modérée par notre ami le professeur Aoudia Yazid, qui a été fraîchement élu donc, président de la jeune société donc algérienne de rythmologie, hein, qui vient d'être créée il y a une semaine, et notre ami rythmologue, docteur Morhala. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à Yazid hein, pour modérer et je m'éclipse. Merci. يعطيك الصحة سليم. D'abord, je salue mon ami Mohamed. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ouais. Je te salue bien à travers la toile et je te dis meilleurs vœux, bonne année, sans le Covid, j'espère cette fois-ci. Inch'Allah. Eh bien, écoute, sans trop tarder, je te cède la parole pour nous parler de la place de l'ablation de la FA aujourd'hui. À toi la parole, Mohamed. Merci Yazid. Je remercie tous les organisateurs, en particulier le professeur Ben Khadda, Yazid et puis le docteur Bouahla, de m'avoir donné l'occasion de parler de ce sujet. La fibrillation auriculaire, comme disait le professeur Ben Khadda, est en tous les cas en Europe un vrai problème. Un vrai problème parce qu'il y a une population très vieille et donc forcément l'AFA, elle touche beaucoup ces populations. Je pense que ça arrive tout doucement en Algérie, puisque on a tendance aussi à vieillir, et puis tous les facteurs qui conduisent à l'apparition de cette maladie sont réunis. Maintenant, on a une vision beaucoup plus globale de cette affection. Ce n'est pas uniquement un trouble rythmique pur, il est associé à beaucoup de comorbidités. Et donc, quand on s'occupe d'un patient, il faut vraiment le prendre en charge globalement. Donc, on va essayer de voir un petit peu tout ça. Et puis, bien sûr, il y a une très grande place que j'ai réservée dans ce diaporama à l'ablation de la fibrillation auriculaire, c'est-à-dire vraiment l'ablation, la technique elle-même et ses résultats, parce que pour le moment, je dis bien pour le moment, les médicaments antiarythmiques sont très décevants. Et puis, cette technique a tendance quand même à avoir de meilleurs résultats, même si c'est encore discuté. Un peu d'épidémiologie. Comme vous le savez, c'est l'AFA est le trouble du rythme le plus fréquent. On estime à peu près dans le monde 30 millions de personnes. Ça, c'est le monde occidental. Hein. Le reste, on ne sait pas trop. Mais dans le monde occidental, à peu près 30 millions de personnes, ce qui représente à peu près 2 ou 3% de la population globale. C'est considérable. C'est une affection qui aggrave aussi le pronostic de certaines affections cardiovasculaires ou autres. Hein. Quand on fait de l'insuffisance cardiaque, quand on fait de l'AFA, ben, ce n'est pas très bon. L'AFA complique cette insuffisance cardiaque. Sur le plan des mécanismes de la fibrillation auriculaire, on commence à voir un peu plus clair, bien qu'il y ait encore beaucoup de recherches et beaucoup de questions quant à la pérennité de cette affection, pourquoi et comment elle se fait. Bien sûr, je reviens sur la prise en charge globale. Hein, on ne traite pas uniquement un trouble rythmique, hein, on traite un patient et donc il faut le prendre entièrement. Et puis, comme vous voyez bien, les dernières recommandations de 2020 ont donné une place prépondérante à l'ablation parce que pour l'instant, c'est le meilleur traitement.
Et cela est lié aussi au fait que sur le plan technologique, on a fait beaucoup de progrès, notamment les 10 dernières années, avec les cathéters de contact, en tous les cas, on a apporté beaucoup plus d'efficacité et de sécurité dans les procédures d'ablation. Donc, quelques courbes d'incidence, on voit qu'il y a une évolution exponentielle de cette maladie en Europe. On passe de 3% à l'âge de 60 ans à 21% quand on a 80 ans. Après, la courbe décline, c'est un peu normal parce que je pense que surtout parce que les gens décèdent ou alors ils sont pas du tout malades, quoi. Mais en tous les cas, il y a une courbe exponentielle. Et regardez la deuxième courbe. Alors ça fait très peur parce que quand on voit cette courbe-là, on se dit, waouh, dans les années à venir, il va y avoir encore plus de malades. Sauf si le Covid fait l'inverse. Hein. Mais en tous les cas, c'est impressionnant parce qu'on s'aperçoit que l'incidence de cette maladie va encore croître dans les années à venir. Alors, cette incidence va bien sûr augmenter, mais si on prend bien en charge les facteurs qui font que cette affection surviennent et se pérennisent, bah, il y a des moindres degrés. Hein. Quand on traite bien l'hypertension, le diabète, l'insuffisance cardiaque, bah, on a des incidences moindres quand même que quand les gens ne sont pas bien traités ou équilibrés. Voilà un peu les retentissements de cette affection. Là, j'ai donné quelques exemples, mais bien sûr, sur le cœur, puisqu'on parle du cœur, un hypertendu, bah, il a 2 fois plus de risque de mourir quand il fait de l'AFA que quelqu'un qui ne fait pas de l'AFA. Essentiellement lié au risque d'AVC, mais aussi au risque d'insuffisance cardiaque, qui est multiplié par 5. Les décès chez les insuffisants cardiaques sont beaucoup plus importants chez les patients qui font de l'AFA, aussi bien les hommes que les femmes. L'infarctus du myocarde a une incidence égale, hein, la mortalité est 2 fois plus importante, et elle est à 4 ans à peu près encore 2 fois plus importante chez quelqu'un qui fait de l'AFA que quelqu'un qui n'en fait pas. Elle aggrave aussi les maladies artérielles thromboemboliques, cérébrales notamment, ou les artériopathies des membres inférieurs. Je pense que vous voyez tous de temps en temps des gens qui sont déjà artéritiques, il suffit qu'ils embolisent en distalité, mais ils ont l'ischémie aiguë et les complications sont redoutables. Alors, sur les dernières recommandations, on a essayé de classer cette FA pour prioriser la prise en charge, cette prise en charge globale. Alors, ils ont dénommé ça l'algorithme 4S. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut prévenir, le premier S, c'est le stroke, c'est l'AVC, c'est survenue d'accident vasculaire cérébral. Le deuxième, c'est s'occuper des symptômes. Nous, ici en France notamment, il y a beaucoup de discussions sur comment on peut définir un symptôme. Parce qu'on voit beaucoup de cardiologues, notamment les anciens cardiologues, qui disent, bah oui, le patient, il est patient infâme, mais il n'est pas symptomatique. Mais quand on creuse, hein, quand on cherche véritablement, on s'aperçoit que le malade s'est adapté à sa pathologie. C'est-à-dire que s'il a l'habitude de monter, je donne un exemple, hein, s'il a l'habitude de monter 2 étages facilement, ben, il va monter un étage, s'arrêter, puis après il remonte un étage. Donc on voit qu'il y a un retentissement sur les symptômes. Et ça, donc il faut, quand on voit les patients en consultation, il faut essayer de creuser pour vraiment voir les limites. La sévérité le troisième S, c'est la sévérité de l'AFA, c'est la charge en fibrillation. On verra tout à l'heure, mais il y a une évolution. Moi, je dis à mes patients qu'ils ont une maladie chronique comme l'hypertension, comme le diabète. Donc, si on ne s'en occupe pas, ben, elle va évoluer, elle va passer de la phase de la fibrillation paroxystique à la phase de fibrillation permanente. Puis après, le quatrième S, c'est le substrat, la sévérité. C'est sur quel terrain ça survient, cette fibrillation? Est-ce qu'elle survient uniquement chez quelqu'un qui a juste de la tension, un cœur sain, un diabétique, un insuffisant cardiaque, un coronarien? Donc tout ça est à prendre en compte. On verra un peu les pathologies qui sont intriquées et qui aggravent
cette fibrillation. Donc, je reviens un peu sur cette approche globale. Donc, quand on voit un patient en consultation, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va regarder, est-ce qu'il a un risque thromboembolique? Quand on parle de risque thromboembolique, on sous-entend AVC. Hein, c'est vraiment c'est ça qui compromet le pronostic vital et fonctionnel du patient. Donc, ben, on a le score SHATS, VASC. Alors, on va mettre le patient dans une catégorie. Il est à haut risque. On lui donne un traitement anticoagulant. Il n'est pas au risque, ben on passe, on ne lui donne pas. La sévérité des symptômes, ben c'est classifié asymptomatique, faible, modéré, sévère, handicapant, ça les situations européennes de l'ERA ou de l'ESC. Et alors, il y a deux symptômes. Il y a la dyspnée qu'on va évaluer en fonction du stade, soit anemia-Kasha ou de l'ERA. Hein, c'est soit tout simplement, si le patient nous dit ben non, je suis asymptomatique, ben on va regarder, il n'a pas de dyspnée, on va regarder un peu est-ce qu'il y a un retentissement sur la qualité de vie. Je ne sais pas si vous le faites, mais nous, on a un questionnaire on fait ça un peu à l'américaine, c'est-à-dire on coche des croix. Vous marchez normalement, oui, on coche une croix. Vous lavez tout seul, vous prenez vos médicaments tout seul. S'il dit oui, on coche une croix. Un peu comme ça nous donne un aperçu si le patient est gêné dans sa vie de tous les jours ou non par cet FA. Donc la douleur, la gêne, l'anxiété, la dépression, l'état général. Après, la sévérité de la charge en FA. Je vous disais tout à l'heure, on est en face d'un patient qui a une fibrillation auriculaire paroxystique, persistante, permanente. Je ne sais pas à quel moment vous les voyez, vous, mais nous, on les voit le plus souvent au stade de la FA persistante. Les FA paroxystiques, on en voit ça de temps en temps chez les jeunes, mais ce n'est pas la plupart. Donc, quand ils arrivent au stade de FA persistante, ben, c'est compliqué un peu le traitement. Et puis, la sévérité du substrat, c'est la comorbidité. Est-ce que le malade a une pathologie cardiaque avec ou autre, hein, insuffisance rénale, BPCO, un syndrome d'apnée du sommeil, l'obésité, tout ça, ce sont des facteurs à prendre en compte dans le traitement de cette affection. Alors, d'où le H-score. Le H-score permet de nous dire comment va évoluer cette fibrillation. Donc, j'insiste beaucoup, c'est très important moi, je pousse un peu vers l'ablation, c'est pour ça que j'insiste sur ces points-là, parce que quand on voit un patient qui est hyper tendu, on ne va pas lui dire, écoutez, vous, on va attendre 6 mois, ou 1 an ou 2 ans avant de vous proposer une ablation. Quelqu'un qui n'a aucun de ces scores, ni hypertendu, ni âgé, ni il a fait un AVC, ni bronchite chronique, ni insuffisance cardiaque, celui-là, on peut peut-être essayer de le traiter médicalement, quoique maintenant, on a plutôt tendance à les diriger assez facilement vers l'ablation. Vous m'entendez toujours? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Il y a des parasites, mais on vous entend maintenant, oui. D'accord, bon. Je poursuis alors. Donc, je disais, ces 5 éléments de ce score nous permettent de prédire celui qui va évoluer très vite vers une forme persistante ou permanente ou non. Et donc, du coup, ce n'est pas une course contre la montre forcément, mais disons que ça nous oriente à prendre une décision thérapeutique. Est-ce qu'on va choisir l'option médicamenteuse ou est-ce qu'on va choisir l'option ablation ou est-ce que tout simplement on va se dire bon, bah, il est trop âgé, il a de l'insuffisance cardiaque, on va plutôt prendre l'option de ralentir le patient. Donc, vous le voyez là, hein, le risque d'évolution, quand le score est entre 0,1 à 10% à 1 an, quand il est entre 2 et 5, c'est 25 à 30%. Quand il est au-delà de 7, bah, il est
à 50% pour l'évolution de la forme paroxystique à une forme persistante ou permanente. Voilà un peu le schéma habituel. Alors, la définition de la forme paroxystique, j'insiste sur celle-là, parce que c'est celle-là qui intéresse pour comprendre. C'est une fibrillation auriculaire qui s'arrête toute seule. Hein. On n'a pas besoin d'intervenir, c'est-à-dire que le médecin n'a pas à intervenir. La durée des épisodes, elle peut être de quelques minutes, voire quelques jours, hein, jusqu'à habituellement, c'est inférieur à une semaine. Et souvent, l'épisode s'arrête au moins de 48 heures. Tout ce qui est au-delà, alors bien sûr, il y a des zones grises, ce n'est pas toujours tranché, il y a des zones grises hein, entre ça et ça, mais on considère qu'en dessous de 7 jours, c'est une FA paroxystique. Au-delà, ça devient une persistante. Après, jeune persistante ou une persistante ancienne, c'est autre chose. Maintenant, comment on va traiter les patients? Donc, je parlais tout à l'heure de cette approche globale, ce qu'ils ont mis aussi dans les dernières recommandations, l'algorithme ABC, c'est-à-dire anticoagulation, traiter bien les symptômes, better symptom control, et puis contrôler les facteurs, enfin la comorbidité cardiovasculaire ou autre. L'anticoagulation, je pense que vous la connaissez, hein, c'est... le patient a un risque thromboembolique, il a un score CHAS élevé, au-delà de 1, on lui donne des anticoagulants. Alors bien sûr, maintenant, on donne systématiquement des AOD, on ne donne plus des AVK, hein, y compris chez l'insuffisant rénal. Je dis bien y compris chez l'insuffisant rénal. Bien sûr, pas celui qui est dialysé, mais même avec des clairances à 30, on y va, on surveille ça de près, avec une adaptation, bien entendu, de la posologie. Les symptômes, c'est traiter le patient en insuffisance cardiaque, il faut le traiter, hein, il met tout ce qu'il faut comme traitement, comme en cas d'une insuffisance cardiaque, IEC, diurétique, bêta-bloquant et autres. Et puis, après, décider, est-ce que c'est un patient qu'on va orienter vers un contrôle du rythme, à ce moment-là, on lui propose des antiarythmiques ou une ablation, ou bien tout simplement un contrôle de fréquence parce qu'on juge qu'il est au-delà de cette thérapeutique. Je dis bien au-delà, hein, ça veut dire que c'est peut-être un peu biaisé ce que je vous dis. Quand je dis au-delà, c'est-à-dire que tous les critères nous laissent croire qu'on ne peut pas le maintenir en rythme sinusal. Hein, c'est ce que je veux dire par là. Et après, contrôle de tout ce qui est comorbidité. S'il a une cardiopathie, il faut équilibrer cette cardiopathie. Les coronariens, il faut le revasculariser. S'il a une tension élevée, il faut l'équilibrer. Traiter l'obésité le mieux possible. Les régimes, tout ça, c'est un peu difficile. L'obésité est un traitement, est un sujet très difficile. Par contre, nous, maintenant, systématiquement, on recherche un syndrome d'apnée du sommeil et on appareille les patients qui font de la FA. On insiste beaucoup parce qu'on réduit quand même considérablement les épisodes de FA quand on les appareille. De même pour les bronchitiques chroniques, les gens qui boivent, heureusement que chez vous, chez nous en Algérie, il n'y en a pas beaucoup, mais ici en France, beaucoup de gens boivent malheureusement. J'en ai quelques-uns comme ça, dès qu'ils boivent, ils récidivent, et donc dès qu'ils arrêtent, c'est bon, ils vont bien. Réduire l'activité sportive, j'insiste sur ça parce que je pense que vous le connaissez, l'AFA et le sportif de haut niveau ne font pas bon ménage. Hein, donc en général, on leur dit, il n'y a plus d'activité sportive intense, donc on le réduit. Hein. Alors la moyenne, c'est, on considère qu'un sportif fait beaucoup de sport quand il fait plus de 5 heures par semaine. Et donc, on les réduit à peu près à 2 heures. On leur dit attention parce qu'au-delà, vous risquez de récidiver. Puis les cardiopathies, la FA chez le sportif est vraiment complexe à prendre en charge parce qu'il y a des mécanismes un peu plus différents. Alors, contrôler le rythme ou contrôler la fréquence. Je vous ai un petit peu dit ce que je pensais de ça. Bien sûr, le débat n'est pas clos parce qu'on n'a jamais réussi à démontrer que le maintien en rythme sinusal permettait de diminuer la mortalité globale, je dis bien globale, hein. Mais
il y a des études récentes qui nous disent si, chez l'insuffisance cardiaque, ça améliore la qualité de vie et puis le rythme sinusal est quand même meilleur sur un certain nombre de niveaux que la fibrillation auriculaire. Et on sait le pourquoi de l'échec de toutes les études qui ont été faites avec notamment les antiarythmiques par rapport entre le maintien au rythme sinusal et le contrôle de fréquence. En fait, tout ça a été, les effets bénéfiques du rythme sinusal ont été contrebalancés par les effets délétères des traitements antiarythmiques, notamment la cordarone. Si on prend l'étude AFFIRM, les doses moyennes de cordarone étaient de 400 mg par jour. 400 mg, la plupart des patients ont développé, je crois plus de 60% ont développé des effets secondaires, des problèmes de thyroïde, de peau, de cataracte, d'atteinte pulmonaire. Et donc, du coup, ça a complètement contrebalancé les effets bénéfiques. Alors, je disais donc contrôle de rythme ou fréquence, je vous les cite, AFFIRM, RACE, CHF, PIAF, toutes elles étaient négatives sur la mortalité globale. Pourtant, le rythme sinusal, comme on l'a vu tout à l'heure sur certaines pathologies, même chez le malade qui n'a pas de cardiopathie, il est meilleur sur le pronostic. Dans cette diapo, c'est une méta-analyse qui a été faite avec l'amiodarone, qui est un peu le meilleur médicament dont on dispose. Entre le rythme sinusal et le groupe contrôle, il n'y a pas de supériorité à la cordarone. Mais bon, c'est un peu le pourquoi. Alors, quels sont les mécanismes? Les mécanismes ont été connus depuis très très longtemps, mais Essaga avait travaillé beaucoup sur le rôle des veines pulmonaires dans l'initiation de cette fibrillation auriculaire. Alors là, je parle de FA non valvulaire, parce que la FA valvulaire, elle a des mécanismes différents de la FA non valvulaire. C'est pas la même chose. Dans la FA non valvulaire, sans atteigne valvulaire mitrale notamment, ce sont tout simplement des myocytes anormaux. C'est ce que je dis à mes patients. On a tous quelques myocytes dans les veines pulmonaires qui ne répondent pas du tout à la myostasie, donc ils ne voient pas ce qui se passe à l'extérieur du cœur, à l'extérieur, c'est-à-dire dans le cœur, donc ils déchargent. Puis à bout d'un moment, ça contamine un petit peu l'environnement de l'oreillette gauche et ça permet de générer de la FA, générer de la fibrillation auriculaire. La perpétuation, alors c'est un peu la question que l'on se pose actuellement. Pourquoi, une fois qu'on a isolé les veines pulmonaires, la FA continue quand même? C'est des questions qu'on se pose. On va voir un petit schéma tout à l'heure qui illustre un petit peu tout ça. Donc, les veines pulmonaires elles-mêmes ont un rôle dans la perpétuation. Des multiples réentrées, il y a ce qu'on appelle, ou ce qu'on a appelé à un moment donné, les effets rotors, qui sont un peu remis en question en ce moment. Voilà un peu. Sur la diapo, le schéma A, on voit un peu toutes les connexions qu'on a dans l'oreillette gauche, les 4 veines pulmonaires, le plexus, c'est-à-dire le système neurovégétatif en jaune, le ligament de Marshall qui joue un rôle majeur aussi dans la pérennisation de la fibrillation auriculaire, et puis sur la droite, un peu tous les mécanismes, les micro-réentrées dans les veines pulmonaires, la macro-réentrée sur la paroi, et puis les foyers fragmentés dans le schéma C, où certains ont fait de cette ablation uniquement une ablation de foyers fragmentés et non pas d'isolation des veines pulmonaires. Et puis, quand on prend tout ça, ça fait tout un mélange entre l'initiation qui vient des veines pulmonaires, la perpétuation par système neurovégétatif et le substrat. Il y a
pourquoi il y a ces phénomènes? Parce qu'il y a la notion de remodelage. Comme dans toute pathologie, hein, un tissu, quand il est malade, ben, il change. Et ce qu'on appelle le remodelage. Le remodelage, d'abord, il est électrique, hein, c'est-à-dire qu'il y a des anomalies au niveau de la membrane cellulaire, avec une diminution du courant calcique qui, vous savez, constitue le plateau sur le potentiel d'action. Et ben ce plateau est raccourci, ce qui fait que le fait de raccourcir cette période de repolarisation, hein, et ben fait que il y a une hyperexcitabilité qui est générée. Ces anomalies membranaires d'une cellule vont être transmises, et c'est ce qu'on appelle le remodelage cellulaire, c'est-à-dire la propagation de proche en proche en taches d'huile de ces anomalies de cellule en cellule, ce qui fait que on passe, hein, c'est comme ça qu'on explique le passage de FA paroxystique persistante à permanente. Et puis à la fin, bien entendu, quand l'oreillette est touchée complètement, ce qui se passe, c'est que c'est le phénomène d'apoptose, les cellules dégénèrent, meurent et sont remplacées par des fibroblastes, un peu comme un moteur qui tourne trop vite, il vieillit beaucoup plus vite. Donc les cibles de l'ablation, c'est d'agir sur ce qu'on appelle le fameux triangle de Kummel, c'est-à-dire le trigger qui est les veines pulmonaires, hein, c'est Essaga qui a démontré ça, qui a publié ça dans le New England Journal of Medicine en 1998. Le substrat sont les foyers fragmentés autour des veines pulmonaires, c'est dans l'antrum, c'est pour ça que certains quand ils font l'isolation des veines pulmonaires, ils ne le font pas au niveau des ostias des veines, mais ils le font un peu plus loin pour justement prendre dans l'isolation ces foyers fragmentés, sauf qu'on sait que là, il y a un peu plus de risque quand on fait ça. Et puis le système neurovégétatif, vous avez vu tout à l'heure sur la diapo que les connexions des ganglions est située vraiment au niveau des veines. Et donc, quand on brûle, pour ceux qui pratiquent cette technique, on voit, par exemple, un tir d'ablation par cryothérapie ou autre, on voit le patient se ralentir extrêmement, on se dit « wow, qu'est-ce qui se passe ?» On a brûlé tout simplement les ganglions. Hein, ça, on le voit de manière assez récurrente. Alors, les techniques d'ablation, il y a deux approches. Il y a l'approche anatomique qui consiste à faire une isolation des veines, faire des lignes sur le toit et la ligne mitrale. On essaye de reproduire un petit peu ce que faisaient les chirurgiens, ce qu'appelaient les chirurgiens cardiaques quand ils opéraient les patients dans les années 80, mais ils faisaient le maze, c'est-à-dire ils brûlaient le toit, l'is mitral, les veines avec le bistouri électrique, et ça permettait aux patients de faire moins de fibrillation. Et ils avaient des taux, si mes souvenirs sont bons, avoisinant à peu près 65-70% de succès. Nous, on va essayer de faire la même chose. Donc ça, il y a l'approche électrophysiologique. Et là, on va uniquement agir sur le substrat, ou ce qui permet de perpétuer cette affection. C'est-à-dire que quand on fait notre carte, on va tout simplement brûler les veines, parce que souvent les veines sont connectées, et puis on va chercher les potentiels fragmentés, et on va brûler ces potentiels fragmentés. Je vous mets cette diapo avant de poursuivre le reste, parce que ça a quand même changé un petit peu, ça pousse à changer nos habitudes. Avant, les recommandations de 2016, voire même de 2019, étaient un peu timides par rapport à l'ablation. Elle était toujours préconisée en seconde intention, sauf chez les patients jeunes, cœur sain. Là, on a changé. Quel que soit le type de FA, vous voyez que l'ablation est recommandée au même niveau que le traitement médical. Quand il y a et quelle que soit la FA, hein, quel que soit le type de FA, paroxystique, persistante, chez le patient à haut risque, chez le patient à risque faible, et encore
beaucoup plus d'indications chez l'insuffisant cardiaque, parce que là, c'est les nouvelles études, les études récentes qui nous poussent, si vous voulez, chez l'insuffisant cardiaque à être beaucoup plus actifs et traiter cette fibrillation de manière efficace. Et puis après, bien sûr, alors, les Américains aiment bien dire le patient choisi, bon, c'est un peu normal, hein, on est dans un monde où il faut avoir l'accord du patient parce qu'il y a quand même un petit risque et puis les gens ont peur un petit peu de tout cela. Par contre, le niveau est différent. En première intention, c'est plutôt du niveau 2, mais en seconde intention, on est au 1. Hein, c'est notamment chez le patient qui a de gros facteurs de risque. Alors ça, ce sont des vieilles diapos et des vieilles courbes qui ont poussé un petit peu vers l'ablation. Ça, c'est l'étude A4 qui a été faite à Bordeaux par Essaguer et son équipe, et l'étude APAF qui a été faite à Milan par Papone et son équipe nous montre clairement, alors ce n'est pas des échantillons importants, c'est à peu près 150 malades dans chaque étude, mais qui nous montre clairement que l'ablation de la fibrillation auriculaire, alors celle de la fibrillation auriculaire paroxystique pure, hein, sur les deux études, qu'elle était largement supérieure au traitement médical. De là, on s'est dit, on a trouvé le moyen de traiter cette infection de manière efficace. Les énergies utilisées, je pense que vous les connaissez, on utilise la cryothérapie, c'est l'ablation par le froid. Hein. Je vous montrerai un peu la technique tout à l'heure. Et puis la radiofréquence, elle est apparue dans les années 80, elle a succédé à la fulguration, hein, et elle est toujours utilisée. Et puis, il y a une nouvelle énergie qui commence à apparaître, c'est l'électroporation, qui est très intéressante pour le moment et qui est encore au stade d'évaluation. La cryothérapie. La cryothérapie consiste donc à brûler l'ostium des veines pulmonaires par un ballon qui refroidit. Les températures à atteindre sont entre moins 40 et moins 60. La durée du tir moyen est de 4 minutes. On peut raccourcir le tir si on a fait disparaître rapidement le potentiel de veine ou si la température descend très vite. En général, si la veine est isolée en moins de 30 secondes, je descends à 3 minutes. Et si la température va au-delà de moins 55, je raccourcis aussi à 3 minutes. Voilà un peu la technique. Il y a donc un cathéter lasso qu'on met dans le ballon qui nous permet de recueillir le potentiel de veine, et puis le ballon qui nous permet d'occlure la veine. Et il faut vraiment que la veine soit occluse, hein, sinon on a une perte d'énergie et le tir n'est pas efficace. Voilà un peu, ça c'est une procédure qu'on a fait chez nous. Donc vous voyez très bien, c'est dommage parce que je n'ai pas de pointeur, mais je pense que vous la voyez bien ici. Voilà. Utiliser la souris. C'est ce que j'essaie de faire. Voilà. Donc vous voyez ici le ballon et l'occlusion de la veine. Hein, on voit parfaitement bien que rien ne circule. J'ai pris une image vidéo, mais elle n'est jamais passée. Je suis désolé. Mais je n'ai jamais réussi à la mettre dans le PowerPoint. Elle ne passait pas. Alors ça, c'est peut-être un peu plus net. Hein. Donc, on a notre cathéter lasso qui est là, qui recueille les potentiels. Et on a notre ballon ici avec l'injection. Il faut faire l'injection. Il ne faut pas faire ça comme ça. Si ce n'est pas occlus, ça ne sert à rien de tirer. Ça ne marchera pas. Alors, vous voyez ici, cette sonde, tout à l'heure, je reviens, cette sonde, elle était dans le sinus coronaire. Pourquoi on met une sonde dans le sinus coronaire quand on fait une ablation en cryothérapie? Parce que tout simplement, parfois, on brûle les ganglions et les malades font des pauses. Et j'ai eu des pauses qui faisaient 4-5 secondes. Donc, parfois, on est obligé de les entraîner avec cette sonde. Par contre, alors, c'est beaucoup plus fréquent quand on fait les veines, notamment la veine supérieure gauche, que
qu'à droite. À droite, le risque, c'est de brûler le phrénique, parce qu'on est sur le trajet du nerf phrénique. Et donc, là, le cathé qui est là, ben, on stimule, on moniteur en permanence le phrénique, on stimule, on met la main dessus et on regarde. Si on perd le phrénique, on arrête le tir. D'ailleurs, c'est une des complications de l'ablation par cryothérapie. Voilà un peu. Là, vous avez un potentiel de veine, on le voit très bien. On a commencé le tir, paf, il disparaît. Donc, il faut poursuivre le tir, mais parce que la cryothérapie, son problème, c'est que le risque de récidive, de reconnexion. Donc, il faut poursuivre le tir comme décrit. Je vais vous donner un autre exemple. Donc là, on voit l'oreillette normale, le potentiel de veine, le ventricule, et puis le tir, on déconnecte la veine, il n'y a plus de potentiel de veine. Parfois, on le voit se promener à droite et à gauche, mais il n'est plus en tous les cas connecté entre l'oreillette et le ventricule. Alors ça, c'est les 2 dernières études qui ont été publiées il y a peut-être un mois, sur la cryothérapie pour montrer que STOP-AF est une étude qui a concerné 200 patients, un bras drogue, un bras ablation, parce que ça a été un petit peu mis de côté, la cryothérapie. On dit, ouais, mais là, ça marche quand même moins bien que la radiofréquence. Donc, les gens ont tendance plutôt à opter pour la radiofréquence. Je pense que ce n'est pas une bonne chose. Quand on prend les FA paroxystiques, c'est ce qu'on a, nous, dans notre centre. Toutes les FA paroxystiques, je dis bien paroxystiques, on les fait en cryothérapie parce qu'on gagne du temps. Nous, on a un gros problème de temps ici, parce qu'on fait ça sous AG et les anesthésistes sont horribles avec nous. Donc, on essaie de gagner du temps. Une ablation en cryothérapie, ça nous prend 1 heure, 1 heure et quart. Une ablation, même si on fait que les veines pulmonaires en radiofréquence, c'est au moins 2 heures, 2 heures et demie. Donc, vous voyez, c'est quand même différent en termes de timing. Donc, il faut garder quand même cette technique. Il y a de nouveaux constructeurs qui sont sur le marché, notamment Boston, qui est arrivé avec un ballon meilleur, une console qui est meilleure que celle qu'a Medtronic. Bon, c'est des évolutions technologiques. Donc, pour revenir à cette étude, elle montre clairement qu'il y a une supériorité de l'ablation par cryothérapie par rapport au traitement médical sur un suivi de 12 mois. Vous voyez toujours ici, hein, il y a toujours ce qu'on appelle, nous, une période de blanking où même on ne tient pas compte des récidives. Ça, c'est la deuxième. Ça, c'est la deuxième étude, Early AF Trial. Ça, ce sont des patients qu'on a traités un peu plus vite, mais dans lequel on a quand même inclus, c'est pour ça que les résultats sont moins bons. Si vous regardez les 2 courbes, regardez ici, on est à 74% de maintien, et là, on est plutôt autour de 62%. Pourquoi? Parce que là, on a intégré dans cette étude une partie des patients qui font de l'EFA persistante jeune. Je pense que ça, c'est pas bon. Ça, c'est mon avis, hein. Mais bon, en tous les cas, les résultats restent meilleurs par rapport au traitement médical. Voilà, donc ça, c'est les 2 études qui démontrent clairement que l'AFA paroxystique traitée par cryothérapie donne de bons résultats au long cours. Maintenant, la radiofréquence. Donc, je disais tout à l'heure, elle peut être anatomique comme elle peut être électrophysiologique. On réalise en général 2 types de cartes. On fait toujours la géométrie, l'anatomie du patient. Je ne sais pas comment vous faites, vous, est-ce que vous demandez des scanners systématiquement? Nous, on essaye quand même d'avoir des scanners. Je dis on essaye. Ce n'est pas toujours évident.
parce qu'on est vraiment pollué par les demandes de scanner, de score calcique et tout le bazar. Donc, du coup, on a du mal à les avoir. Mais on essaie de les avoir et quand on les a, ça nous permet en fait de comparer la géométrie que nous avons réalisée, nous, avec le scanner. On appelle ça, on fait une fusion des deux pour voir est-ce qu'on a laissé des zones qu'on n'a pas bien taguées ou non. Et ça, c'est important parce que quand on fait, par exemple, une ligne mitrale, si on ne la fait pas correctement, si l'anatomie n'est pas bien faite, eh ben, l'ablation ne sera pas bien faite non plus. Hein, parce que ça veut dire qu'on va oublier des zones et donc on ne va pas tirer dans ces zones-là et donc on va laisser des gaps. Donc, toujours la géométrie, puis après, en fonction de est-ce que le patient est en rythme sinusal ou est-ce qu'il est en fibrillation ou en tachycardie, en flotteur, on fait, s'il est en rythme sinusal, on fait ce qu'on appelle, nous, une carte de voltage. La carte de voltage parce qu'on estime qu'en rythme sinusal, l'oreillette est normale et que s'il y a des zones de bas voltage, ça veut dire que ce sont des zones anormales. Et donc, on les tag et on va faire nos tirs sur ces zones de bas voltage. Quand le patient est en fibrillation auriculaire, on fait tout simplement une carte de fragmentée, c'est-à-dire on va surtout tirer sur les zones les plus fragmentées, les plus rapides. Et bien sûr, s'il y a une activité atriale organisée, flotteur, tachyatriale, etc., ou même après une ablation de FA, le malade arrive en fibrillation auriculaire, on a réussi à brûler un maximum de foyers, on l'a organisé en espèce de tachycardie atriale ou de flotteur, on fait une carte d'activation pour voir s'il y a un isthme qu'on peut brûler. Voilà un peu, je vous reprends le schéma de tout à l'heure, sauf que là, il y a un lasso. Alors, il n'y a pas que le lasso. Hein. Ici, alors on a un peu le choix. On a l'Orient qui est une grosse... un gros ballon avec 32 pôles qui nous permettent d'avoir vraiment un recueil maximal de points. Et puis, il y a, en dehors du lasso, notamment chez Biosens, ils ont le Pentaray qui permet, c'est une espèce de balai qui nous permet de balayer très vite et de prendre le maximum de points possible. Moi, j'utilise plutôt le lasso quand c'est une primo-ablation. Le Pentaray, je le garde uniquement quand on a des récidives, notamment quand c'est des récidives sous forme de tachycardie atriale ou de flotteur. Voilà un peu les deux types de cartes. Alors, ce que vous voyez ici, c'est une carte anatomique qu'on a brûlée juste autour des veines, ou ici. Puis là, c'est une carte électrophysiologique. Là, on s'est dit, attention, là, c'est certes les veines qui déchargent, mais ça dépasse un petit peu. Donc, on va, au lieu de faire ça au niveau des ostiums qu'on a fait ici, on va aller, on va aller peut-être un peu plus dans l'antrum parce qu'ici, on va couvrir un peu plus les zones qui déchargent. Alors, ça, sur le plan technique, chacun a ses habitudes, chacun a sa préférence en fonction du matériel qu'on a. Nous, on a la chance ici d'avoir tous les systèmes. On a le Saint-Jude, le Boston et le Biosens. On a aussi la cryothérapie. Donc, on a les 4 systèmes, je dirais. Là-bas, vous êtes certainement très limité en matériel, mais je pense qu'une fois qu'on a pris en main un matériel, il faut bien... Comment ? Il faut garder ça parce que tout simplement, c'est une question de manipulation. Quand on sait utiliser un cathéter, c'est beaucoup plus simple. Dès qu'on a quelque chose un outil nouveau dans la main, on a besoin d'une période d'adaptation. Depuis maintenant, depuis tous les échecs qu'on a eus dans l'ablation de la fibrillation auriculaire, que ce soit ablation de potentiel fragmenté des veines pulmonaires, les lignes et tout ça, on est revenu un petit peu en arrière en se disant on va peut-être essayer de faire comme font les chirurgiens.
C'est-à-dire, on va revenir au maze, sauf que les chirurgiens le faisaient cœur ouvert, ben nous, on va le faire par voie endocavitaire. Et l'idée, enfin, les récidives les plus difficiles à traiter, ce sont surtout les flotteurs périmétraux. Il faut savoir que anatomiquement, l'isthme mitral est très difficile d'atteinte, d'une part, et d'autre part, il est épais. C'est-à-dire que nos brûlures, même avec des énergies élevées, on n'arrive pas à avoir des brûlures transmurales. Donc, du coup, dès qu'on fait une ligne sur cet isthme, eh ben, on est, même si on l'a validé, qu'elle est bloquée pendant l'intervention, ben, il peut y avoir une récidive sous forme de flotteur périmétral. Donc, d'où l'idée de faire ça par voie chimique. Par voie chimique, par l'ablation tout simplement par l'alcoolisation du ligament de Marshall. Je pense que vous avez vu des publications sortir, et notamment celle qui est un peu lancée tout ça, c'est l'étude Vénus, hein, qui a montré que en termes, elle est là, je vous la montre, en termes de récidives, on a quand même beaucoup moins de récidives, même si ce n'est pas très significatif, de FA. Je vais vous montrer les détails. Hein. Pourquoi ça passe pas? Ah, c'est la même diapo. Okay. Ah oui, non. En fait, il y a dans cette étude, ils ont analysé deux choses, les symptômes et les non-symptômes. Quand on prend, vous savez que quand on fait une ablation, quand on donne un traitement médical, on diminue les symptômes de la fibrillation. C'est-à-dire que le patient qui était symptomatique, il peut ne plus ressentir ces accès de palpitation et de fibrillation. Donc, sur la première diapo, là, on voit que il n'y a pas beaucoup de différences significatives en termes de symptômes, que ce soit l'ablation conventionnelle ou l'ablation conventionnelle plus ligament de Marshall. Par contre, dès que on va chercher les épisodes de FA par nos moyens diagnostiques, là, on s'aperçoit que quand on fait l'alcoolisation de la veine de Marshall, ben, on est supérieur en termes de maintien en rythme sinusal. Vous voyez, hein, ça conforte un peu ce que je viens de vous dire sur le suivi 6 mois, 12 mois. On a de meilleurs résultats quand on va chercher ça avec des moniteurs ou des haltères. Nous, on a tendance à faire assez facilement des haltères longue durée. Je pense que vous êtes équipé de ça, hein, et vous devez avoir facilement aussi ce type d'instrument. Donc, du coup, on rajoute un petit peu à notre technique d'ablation l'alcoolisation de la veine de Marshall. Je vous dirais, enfin nous, ici, on ne le fait pas systématiquement comme ça chez le patient tout venant. En général, on réserve ça aux récidives. On a peut-être tort, hein, les Bordelais ne font pas ça. Les Bordelais, dès qu'il s'agit d'une FA persistante ou permanente, ils font systématiquement la ligne mitrale avec l'alcoolisation du Marshall. Bien sûr, les veines, hein, c'est systématique, on fait tous les veines. Hein. Les veines, la ligne mitrale, la ligne du toit et l'isthme cavo-tricuspide. Bien sûr, quand on fait ça, on a 5 heures de procédure. Hein. C'est pas 2-3 heures, donc c'est 5 heures de procédure. Donc ça fait partie donc, des nouvelles techniques. En plus, on a sur le plan du matériel de nouvelles sondes qui nous permettent de connaître le contact qu'on a contre la paroi atriale et de pouvoir être sûr qu'on touche la paroi. En tout cas, ce que j'ai connu moi dans le passé par rapport à maintenant, ça n'a rien à voir. Honnêtement,
on tirait il y a 10-15 ans, enfin même plus, enfin, on est au début des années 2000 quand je faisais de l'ablation de FA. Oui, on tirait, on avait un lasso qui était dans la veine, on tirait autour de la veine. Quand il n'y avait plus de signal, on disait c'est bon. Mais là, maintenant, on est sûr que c'est bon parce qu'on peut le vérifier et puis on a surtout, en plus, un cathéter qui nous dit on est bien en contact avec la paroi, donc on sait qu'on brûle. Alors, pour ceux qui sont très favorables à la cryothérapie, j'ai quelques amis qui font que ça, la cryothérapie, elle est aussi efficace que la radiofréquence. Hein, ça, c'est une étude qui a été faite par Cook et publiée en 2016, Fire and Ice, qui a comparé l'ablation par cryothérapie et la radiofréquence. Ah, j'insiste beaucoup, hein, c'est des patients en fibrillation auriculaire paroxystique. Je considère qu'une fois qu'elle est devenue persistante, la fibrillation auriculaire n'est plus uniquement dans les veines pulmonaires et donc il y a des foyers dans l'oreillette qu'il faut chercher. Et on ne peut pas aller les faire avec le ballon. Le ballon, c'est un truc anatomique qu'on va coller contre les ostias et puis on va brûler. On peut pas, il ne va pas nous enregistrer, il ne va pas nous donner des données, des électromyogrammes fins comme on l'a avec les autres cathéters diagnostiques. Mais pour la FA paroxystique, vous voyez cette étude, ça marche bien. Il y a quand même plus de 700 patients qui ont été inclus sur les FA paroxystiques, ça marche bien. Alors, vous voyez ici, il y a quand même un taux de récidive aux alentours de 35% dans les deux groupes. Après, ils ont comparé les anciennes techniques, hein, que ce soit la radiofréquence avec les anciens cathéters ou la deuxième génération de ballons. Il y a bien sûr, on voit qu'il y a une différence clairement entre la nouvelle génération de ballons qui est supérieure, à la première, et de même pour la radiofréquence. Alors, sur le critère secondaire, c'est quel est le taux, quelles sont les complications? Et bien, c'est pareil, que ce soit le ballon ou la radiofréquence, il y a le même taux de complications aux alentours de 11% pour les deux. Alors, je vous donne comme ça les chiffres. Globalement, on a pris les complications les plus graves, hein. AVC, tamponnade, décès, patients nécessitant chirurgie, transfusion, etc., etc. Donc, globalement, c'est les mêmes chiffres. Il y avait 10,8% pour la cryo, 12% pour la radiofréquence, mais c'est la même chose. Il n'y a pas de différence significative. Alors, maintenant, l'ablation chez l'insuffisance cardiaque, elle est importante, cette étude. Kasteleff nous a un peu redonné un peu de vie parce qu'on était très, très critiqués. Vous faites des jets qui servent à rien, etc., etc. Ah non, ils ne servent pas à rien. Donc, Kasteleff, les patients, je pense que vous la connaissez parce qu'elle a été beaucoup médiatisée, parce que ça a été fait par Biotronic, donc forcément. C'est des patients qui avaient tous, pour la plupart, un défibrillateur, donc une dysfonction ventriculaire gauche sévère, avec une fraction d'éjection inférieure à 35%, et qui faisaient de la FA. Donc, on a pris, en tout, il y avait plus de 700, mais à la fin, on a retrouvé 363 patients qui étaient inclus et suivis. Il y avait le même nombre, le même profil de patients. Je ne vais pas vous laisser passer sur les critères. C'est vraiment le même profil de patients, la même cardiopathie, les mêmes traitements.
en gros, moitié ablation, moitié traitement médical. C'est un critère dur qui a été évalué comme critère primaire, c'est décès, hospitalisation pour insuffisance cardiaque. Eh bien, il y a une différence significative entre les deux bras, hein. Supériorité nette du traitement par ablation par rapport au traitement médical. La mortalité totale a été réduite de l'ordre de 47%, cardiovasculaire de 50%, et le maintien, bien sûr, en rythme sinusal à 63% dans le bras ablation et 22% dans le bras traitement médical. Voilà la courbe, traitement médical et ablation, nette supériorité sur le critère dur, hein. Et l'hospitalisation, maintenant, quand on prend chaque critère seul, l'hospitalisation, c'est pareil. La mortalité, c'est pareil, supérieure. Après est arrivée une autre étude, l'étude Cabana. L'étude Cabana, on a essayé de faire un peu, enfin, elle a commencé avant Castel-AF, mais on a pris tous les patients, comme ça en général, tous les patients qui font de l'AFA. Il y avait une majorité de FA persistante, et, avec à peu près 57%, et l'AFA paroxystique, 42%. Cette étude a été négative sur le critère primaire qui est mortalité, accident thromboembolique, hémorragie, arrêt cardiaque. Mais dans cette étude, il y avait beaucoup de patients, 27%, qui sont passés du bras traitement médical vers le bras ablation à cause des symptômes. Donc du coup, ce crossover a un peu diminué la puissance en faveur de ce, enfin, qui aurait pu montrer qu'il y avait une supériorité de l'ablation sur le critère primaire. Cela dit, sur la mortalité cardiovasculaire, il y a une nette différence, en tout cas une différence significative en faveur de l'ablation. Hospitalisation, pareil. Et puis récidive, forcément, le traitement par ablation était supérieur au traitement médical. Donc, cette étude, il ne faut pas la jeter à la poubelle et dire, ah ben non, il ne faut pas ablater les patients tout venant. Si, il faut les choisir. Il faut les choisir, c'est-à-dire que le patient pour lequel, je vous disais tout à l'heure, il y a des patients pour lesquels, non, non, monsieur, vous, on ne va pas vous faire l'ablation. Quand on voit un patient qui a de la tension, qui a une CMH évoluée, qui a une dilatation auriculaire importante, qui n'est pas du tout équilibré sur le plan de son essence cardiaque, qui est BPCO, qui a un SAS, qui est obèse, on sait pertinemment que ça ne va pas marcher. Pourquoi alors leur faire prendre un risque? Mais par contre, le patient qui a juste un peu d'hypertension, qui est symptomatique et qui a un cœur sensiblement normal, je pense que celui-là, il faut y aller. Il faut y aller. Ça, c'est des courbes. Je reviens avec mes courbes, mais bon, ça traduit un petit peu ce que je disais tout à l'heure, hein. Là, c'est sur le suivi, le critère primaire, et là, sur la mortalité, il n'y a pas de différence significative. Sur l'hospitalisation, là, il y a une différence significative, et sur le maintien en rythme sinusal. Donc, en conclusion, je reprends un petit peu point par point. L'ablation reste le traitement médical de choix de la fibrillation auriculaire. On n'a pas tout compris en termes de mécanismes, mais on commence petit à petit à élucider certains points qui font que cette fibrillation persiste, évolue. Les techniques d'ablation ont évolué. On a des cathéters qui sont meilleurs, à la fois diagnostiques
que thérapeutique. C'est-à-dire que les cathéters, par exemple, l'Orion de Boston, qui est un cathéter haute densité, honnêtement, il nous montre des choses impressionnantes en termes de potentiel. Et quand on y va, on arrive facilement à restaurer le rythme sinusal. Et puis, il y a le cathéter contact qui nous permet aussi de dire, voilà, on multiplie les indices, la durée, le contact, qui nous permettent d'avoir des lésions transmurales avec une diminution nette des récidives. C'est que la première cause de récidive, c'est la reconnexion des veines. C'est la première cause. Quand on reprend un patient qui a récidivé alors qu'on lui a fait une ablation de l'FA, qu'est-ce qu'on observe le plus souvent? C'est une reconnexion des veines. Le plus souvent, c'est une reconnexion des veines. Les complications deviennent de plus en plus rares parce que on les fait avec des cathéters qu'on maîtrise bien, les gens connaissent mieux cette technique. On a des informations qui nous sont données par les cathéters qui sont meilleurs. L'environnement aussi, parce qu'avant, les gens faisaient ça un peu n'importe comment. Maintenant, en tous les cas, ici, je pense que là-bas aussi, c'est assez réglementé. Il faut un environnement où on peut intervenir s'il y a une complication. Il faut que les personnes qui fassent ça sachent faire face aux complications. Donc tout ça fait qu'il y a quand même une sécurité autour du patient. Les résultats sur la mortalité et l'amélioration de la qualité de vie ont été démontrés, notamment chez les lésions cardiaques. Et puis, il ne faut pas oublier, vraiment, j'insiste beaucoup sur corriger tout ce qu'on a comme autres facteurs, le bronchitique, l'obèse, le syndrome d'apnée du sommeil, l'équilibre et la tension, l'insuffisance cardiaque, tout ça, c'est important à prendre en charge. Je vous donne... je ne voulais pas vous montrer ça. Je vous le dis, je ne sais pas où est-ce qu'elle est passée ma diapositive, mais je vous le dis comme ça verbalement. Nous, on a commencé à faire de l'ablation en 2012, enfin fin 2012, début 2013. Bien sûr, les débuts étaient assez fastidieux, on ne faisait que de la cryothérapie, donc on faisait 20 patients par an à peu près. Petit à petit, on a appris et on a maintenant, parce que je fais mes rapports tous les ans et donc j'ai les chiffres en tête, on a fait jusqu'à maintenant 920 malades. Bien sûr, on n'est pas une grosse équipe d'un CHU ou des gros centres, mais on a fait 920 malades. Mais surtout, on fait maintenant depuis 4 ans entre 150 et 200 ablations de FA. Cette année, malgré le Covid, on est quand même à 170 ablations, malgré le Covid, parce qu'il y a quand même presque 3 mois de fermeture, on a arrêté toutes les activités programmées. On a un taux de récidive qui avoisine à peu près 35-40%. Je vous disais tout à l'heure qu'on voit surtout des patients qui font de la FA persistante. En général, on les reprend. C'est la consigne. Un patient qui récidive, quand on le voit déjà la première fois, on lui dit, écoutez, on fait une ablation, mais peut-être qu'on sera obligé d'y retourner une fois. En général, on ne dépasse pas 3 reprises. Enfin, une 3e fois. Pas 3 reprises, une 3e fois. C'est là, allez, 98% de nos patients ont eu 3, je parle des récidives, ont eu 3 ablations maximum. De tout ça, on a eu des complications, hein, comme toutes les équipes, on a eu des complications même graves, puisqu'on a eu 2 décès. Il y en a un qui est décédé d'une tamponnade, malgré le drainage, bon, c'était une vieille personne, et l'autre qui est décédé d'une fistule œsophagienne. Donc, on a eu 2 décès, 3 AVC qui ont récupéré. C'est des AIT en fait, hein. Ils ont récupéré, mais on les a vus hein, à l'IRM. 7 tamponnades, dont je vous disais tout à l'heure, dont une décédée, malgré le drainage. Et puis, le reste, bon, tout ce qui est hématome et tout ça, je ne tiens pas compte de tout ça parce que, bon,
les hématomes, nous, on a des fellows, ça peut arriver n'importe qui, hein, mais on a quand même des gens qui sont en formation qu'on laisse travailler. Donc, du coup, parfois, on a des hématomes. Et ça, allez, je dirais qu'on a à peu près 2% de nos patients qui ont des hématomes, pas de ponction. Il ne faut pas aussi oublier que ce sont des gens que vous connaissez bien, hein, qui sont sous antivitamine K ou qui sont sous anticoagulants. Ils ont même parfois une bithérapie anti-agrégant plus anticoagulant. C'est des gens fragiles. Voilà. Alors, j'espère. Alors, j'ai des boucles vidéo, mais je ne sais pas si je peux passer sur un autre PC pour faire les cas cliniques. Vous voulez peut-être qu'on discute un petit peu le temps d'essayer de récupérer tout ça sur parce que je les ai sur mon PC, mais le PC, il ne passera pas. Vous m'entendez? Yazid. Yazid. Oui, il dort. Allez, Audia. On t'entend parfaitement. Vas-y, interviens, oui. Alors, j'ai mis des cas cliniques, mais elle ne me plaît pas trop, parce qu'en fait, je voulais vous montrer vraiment des boucles, comment ça tourne. Et ce format-là, il ne passe pas. Donc, j'ai un autre format, mais sur mon PC. Donc, ça va être un peu embêtant. Ou alors, il faut que je les récupère. Ce que je vais faire, le temps qu'on discute, je vais essayer de récupérer ça. Si vous avez des questions, je vous écoute. Sinon, on passe les cas cliniques comme ça et puis après, on discute si vous voulez. C'est vraiment vous qui me dites. Je ne sais pas s'il y a des questions, mais on peut lancer déjà le débat. D'abord, je te remercie par la clarté de ton sujet. Tu as évoqué de manière très didactique le cheminement de l'ablation, de la fibrillation atriale avec les différentes énergies qu'on utilise aujourd'hui. Et puis, tu as serré un peu les études, tu as donné dans quel type ça pouvait marcher, dans quel cas ça pouvait moins marcher, donc il fallait absolument choisir ces patients. Ensuite, à certains moments, il y a eu une discussion autour est-ce que la question de rhythm control versus rate control était toujours d'actualité ou ça n'a plus aucun sens puisque dans AFIRM, à l'époque, on n'avait pas les moyens de thérapeutique utilisés n'étaient pas efficients en termes d'antiarythmique, mais aujourd'hui, on a quand même l'ablation. On sait que l'ablation, quelle que soit l'énergie, donne des solutions beaucoup plus efficaces que les antiarythmiques. Donc, je voudrais que je te parle de notre petite expérience. On a fait un peu plus de 100, je crois 130 ou 120 malades, je ne me rappelle plus, de cryo et surtout de cryo et de radiofréquence, beaucoup plus de la cryo, mais sur une population cible absolument choisie. Donc, je leur faisais par exemple systématiquement l'apnée du sommeil. Ceux qui avaient des symptômes d'apnée du sommeil sévère, je les ai écartés parce qu'on sait très bien que ce sont des patients dont les résultats ne sont pas très bons, les récidives sont très fréquentes et de toutes les manières, il faut absolument contrôler tout ça. Tous les facteurs de risque d'ailleurs, l'obésité, l'hypertension, les facteurs de risque doivent être contrôlés avant d'aller proposer une ablation par radiofréquence. Ensuite, je ne sais pas si tu choisis tes patients en fonction du volume de l'oreillette gauche. Puisque nous, je ne prenais pas, parce que je me dis si l'oreillette gauche est trop dilatée, je mets un cutoff en volume à 45-50 millilitres mètre carré, parce que je me dis si l'oreillette gauche est trop dilatée, la maladie est tellement évoluée qu'il est illusoire de pouvoir maintenir un rythme sinusal sur une oreillette gauche aussi malade. Alors, je ne sais pas, toi qui as plus d'expérience, comment choisis-tu tes malades dans ce cas? Alors, bien sûr, moi je suis comme toi. Les patients qui ont des oreillettes gauches dilatées, on ne les fait pas systématiquement. Alors, je dis on ne les fait pas systématiquement parce que je tiens compte de la taille de l'oreillette, mais j'inclus dedans d'autres facteurs. C'est-à-dire que si le patient a une oreillette gauche
dilaté modérément, mais il a par ailleurs un cœur strictement normal, j'y vais plus facilement. Par contre, s'il a une CMH, en fait, les patients qui ont des oreilles gauche dilatées avec des cœurs gros, ça ne marche pas. Quand ils sont obèses, ça ne marche pas. Quand ils font de l'apnée du sommeil, ça ne marche pas. Donc, tous ces patients-là, je les écarte, mais quand je dis je les écarte, c'est de manière définitive. Je leur dis, écoutez, vous, ça ne marchera pas. Quoi qu'on fasse, votre cœur est malade, il y a un retentissement sur votre oreillette, il n'y a pas que l'AFA qui a fait que l'oreillette soit dilatée, il y a aussi le fait que le cœur soit gros. Mais je tiens compte d'autres facteurs, si tu veux. Après, il y a une taille. Si le malade, il a une oreillette à 300 millilitres, bon, ça va, quoi. Absolument. Alors, ensuite, évidemment, tu as parlé à la fin, tu as donné un paramètre très, très intéressant, très important, celui des récidives. Alors, quand tu parles de récidives de 30%, est-ce que c'est une récidive? C'est des récidives à 1 an? Et puis, quelle est la définition des récidives? Est-ce que tu gardes toujours une définition classique, c'est-à-dire une fibrillation atriale qui dure plus de 30 secondes, mais au-delà du 3e mois? On sait très bien que durant les 3 premiers mois, moi j'y vis jusqu'à 6 mois parce que je considère qu'il y a toujours des phénomènes de remodelage, de fibrose autour des veines qui se constituent. Donc on peut avoir toujours une hyperactivité atriale. Quand j'ai cette hyperactivité atriale, je peux donner des antiarythmiques pendant une période et puis j'arrête. Ça m'est déjà arrivé et au bout de quelques temps, ça s'est estompé. Alors, quelle est ta définition de la récidive? Et puis, à quel moment tu te dis, à quelle période tu dis, il faut que je fasse une deuxième ablation? 3 mois, 6 mois ou avant? Les malades Alors, moi, la récidive, soit c'est de l'AFA, soit c'est du flotteur, soit c'est de la tachyatria. La durée, tu l'as définie, c'est la définition, c'est plus de 30 secondes de durée. Maintenant, quand c'est de l'AFA, parfois je me donne un peu plus le temps, effectivement, parce que je me dis, c'est de l'AFA, c'est peut-être des foyers qui ne sont pas encore bien pris dans nos tirs, etc. Fibrose. Par contre, quand c'est de la tachyatria ou du flotteur, là, tu es quasiment sûr que le malade va récidiver. Ouais. Donc, quand ils font de la tachyatria ou du flotteur, ceux-là, je les reprends. Bien sûr, je parle au-delà de 3 mois. Mais quand c'est de l'AFA, j'ai tendance un petit peu à attendre un petit peu. Alors après, sur le traitement médical, quand je vois les patients en consultation, je leur dis, parfois ça peut choquer, mais je leur dis, parce que les patients viennent avec l'idée, il va me soigner, me faire l'ablation, je vais tout arrêter. Je leur dis non, il y a des patients pour lesquels on va arrêter le traitement antiarythmique et anticoagulant, ou juste anticoagulant, enfin juste antiarythmique. Mais il y a des patients pour lesquels je dis non, vous avez besoin à la fois de l'ablation et du traitement médical, parce que ce sont des malades qui ont une FA persistante qui est vieille, qui a une cardiopathie derrière, et on sait que ces gens-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste contrebalancer. Il y a une espèce de cut-off au-delà duquel il va faire de la FA. Donc, on va essayer de baisser cette masse fibrillatoire pour faire en sorte que le traitement médical soit efficace. C'est ça, en fait. Et ces patients-là, je leur dis en consultation, vous, monsieur, non, on va vous faire ça. On va certes peut-être diminuer le dose de traitement que vous prenez, mais vous aurez toujours besoin d'un traitement médical. Je ne sais pas si tu as la même attitude que moi, mais il y a des patients pour nos instruments, je disais tout à l'heure, on a des choses, enfin, on a des cathéters qui sont performants, mais il y a quand même encore un manque de compréhension je pense qu'il y a quand même une échéance diagnostique. Nos cathéters ne voient pas tout. Absolument. Je suis tout à fait d'accord avec ton analyse. Je partage parfaitement ton point de vue. Et donc, on fait comme tout le monde. Je voudrais juste
souligner que l'ablation de la FA est une ablation complexe. C'est vrai que la technique de cryo a un peu simplifié, elle a standardisé la procédure, mais ça reste quand même une technique qui est dédiée à des patients bien particuliers, surtout une FA qui est vraiment paroxystique, quand on soupçonne que le trigger vient vraiment des veines pulmonaires. Par contre, comme tu l'as très très bien souligné, est-ce que pour tes récidives, par exemple, les patients que tu fais sous cryo et qui récidivent, tu les reprends sous cryo ou tu dis non, je préfère mettre de la radiofréquence, ça me permettra de faire une cartographie, de voir s'il n'y a pas des foyers quelque part autour des veines, sur l'antre ou sur le toit ou au niveau de l'ise mitrale, s'il reste quelque chose ou des lignes à faire ou c'est quoi ta attitude? Alors, en fait, quand j'ai déjà fait de la cryo et je regarde ce que j'ai fait la première fois, est-ce qu'il y a une veine, tu sais très bien que par exemple la veine inférieure droite, elle est difficile à atteindre. Absolument. Est-ce que les températures ont été suffisamment basses? Donc, je regarde un peu. Mais je ne me rappelle pas, si tu veux, avoir repris un patient à qui j'ai fait une cryo par de la cryo. Par contre, je dis bien par contre, j'ai fait des patients qui étaient en FA paroxystique, mais vraiment purement FA paroxystique, pour lesquels j'ai fait de la radiofréquence, je les ai repris en cryo. Parce que le patient qui a 35 ans, qui est extrêmement gêné, tu l'as pris la première fois, tu dis, oh, on va regarder, ou alors parce qu'il a fait un flotteur. Ça arrive, que le patient fasse du flotteur, tu te dis, bah, je vais prendre une sonde d'ablation à radiofréquence, comme ça, je lui fais les veines et je fais le flotteur. Mais il reste toujours sur cette forme paroxystique. Tu sais très bien que c'est des reconnexions de veines. Et ça m'est arrivé quelques fois de prendre un ballon de cryo et je t'assure que j'ai trouvé des reconnexions. Ou alors des gaffes qu'on a loupées. Bien sûr. Ouais, tout à fait, tout à fait. Un dernier point, si tu permets, pour ne pas monopoliser la parole. Alors, tout à l'heure, quand tu as parlé de complications, on en a tous eu des complications. On peut avoir des AVC, on peut avoir des tamponnades, on peut avoir des accidents hémorragiques. Ça illustre la difficulté de gestion des anticoagulants péropératoires. Est-ce que tu peux nous en parler? Comment toi, tu gères? Si ton patient est sous antivitamine K, comment tu fais le jour de la procédure? Et puis, aujourd'hui, on a de plus en plus de patients sous AOD. Est-ce que tu les arrêtes quelques jours ou la veille de la procédure? Et comment tu gères les paronothérapies au moment de la procédure? Alors, quand ils sont sous antivitamine K, je ne leur arrête pas. Je vérifie juste que l'INR soit dans la zone thérapeutique entre 2 et 3. Pourquoi? Parce que les relais, tout ça, c'est vraiment mauvais et c'est source de complications. Absolument. C'est là que les complications surviennent. Voilà. Donc, les AOD, par contre, je fais sauter la dernière prise. Quand ils ont, par exemple, s'ils ont le Xarelto et qu'ils le prennent le soir, je leur dis, vous ne le prenez pas. La veille de l'intervention, vous ne le prenez pas. S'ils le prennent le matin, je le laisse. S'ils le prennent le matin, je le laisse. Par contre, s'ils prennent de l'Héliquis ou du Pradaxa, je fais sauter la prise de la veille. Le malade est opéré le lendemain, je dis, écoutez, la prise du soir, vous ne la prenez pas. Maintenant, la gestion péropératoire. C'est une gestion standard, sauf pour l'Orient, le cathéter Boston, où là, ils exigent, avant de mettre le cathéter dans l'oreillette, d'avoir un ACT dans la zone thérapeutique, entre 300 et 350. Donc, ce qu'on fait, dès qu'on a fait le transseptal, on fait les parines, et un quart d'heure après, on contrôle l'ACT. Il est dans la zone thérapeutique, on y va. Et parfois, ça fait perdre du temps, ça. Il n'est pas dans la zone thérapeutique, on attend un peu. On fait, alors pour ne pas perdre de temps, on fait notre carte avec le cathéter d'ablation. Mais tu sais très bien qu'une carte avec le cathéter d'ablation, c'est long. Ouais, c'est pas possible. Dans l'oreillette, c'est vraiment pas. C'est pas l'idéal. Après, si tu fais ça avec un lasso, il n'y a pas de problème. Le lasso, tu y vas direct. Je te dis, c'est juste pour le cathéter Orient, parce que là, c'est du métal. C'est un peu plus. Voilà. On peut utiliser aussi, enfin, je fais un peu de pub,
le cathéter HD grid que j'ai trouvé très intéressant parce qu'il permet de faire une cartographie qui était assez rapide et assez précise. Et bon, ça, mais avec son prix, c'est un prix prohibitif. Alors, moi, l'HD grid, en fait, moi, l'HD grid, je l'ai pris uniquement pour faire tout ce qui est TV. En fait, je ne sais pas, toi, je pense qu'on est dans la même génération. Tu as connu certainement le gros ballon qu'on mettait dans le ventricule. Oui, oui. Ils en ont ce fait. qu'ils appelaient le non-contact mapping. Voilà. Et donc, on faisait les TV comme ça. Et l'HD grid, je fais exclusivement toutes les TV avec l'HD grid parce qu'il est facile à manipuler dans le ventricule. Dans l'oreillette, honnêtement, je n'ai pas de grosse expérience parce que je ne l'ai pas utilisé. Je ne l'ai pas utilisé pour plein de raisons. Mais dans le ventricule, pour faire une carte de TV ou de SV, un truc comme ça, je trouve qu'il est vraiment très manipulable. Et puis il est soft quand on est près des piliers, des cordages, voilà. On peut l'utiliser facilement. Voilà. Les autres sont un peu, peut-être pas le Biosense, parce que le Biosense, c'est vraiment un balai quand on prend pas le lasso, le Pentaré. C'est un balai, mais je trouve qu'il est quand même pas top. On n'arrive pas à aller au contact de tout. Parce que tout à fait. Les grosses courbures, on n'arrive quand même pas à aller où on veut. Là, on veut, absolument. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres des questions. Moi, c'est des questions un peu techniques, mais je ne sais pas si Yazid, alors, il faut que les jeunes profitent un peu. On a l'occasion d'avoir avec nous notre ami Mohamed, oui, qui est un expert en la matière. Et il faut qu'il profite pour poser des questions. Bien sûr. C'est pour ça que je vais me taire. Non, il ne faut pas te taire. C'est toi qui modère. Il ne faut pas te taire. Voilà, il y a quelqu'un qui a... Alors, Yazid, dès qu'il y a quelqu'un qui lève la main, tu vois, tu le vois sur le chat, là. Il y a quelqu'un qui a levé la main. Clique sur discussion. Bonsoir, c'est moi. Bonsoir tout le monde. Attends. Clique sur discussion. En bas, discussion. Discussion. Là où il y a réaction. Discussion, en bas. Discussion. La liste des participants. Non, tu ne vois pas. Je crois c'est Djouhri, je pense. Vas-y, Djouhri. Tu veux poser une question? Djouhri, vas-y. Voilà, donc bonsoir tout le monde. Je remercie donc Dr Belamech pour sa présentation très claire et M. Belkhada qui n'oublie jamais de m'inviter. J'ai une question concernant un patient qui pose un petit problème de prise en charge. Il est âgé de 40 ans. Donc, j'ai commencé à le prendre en charge en 2015. Il avait 35 ans. Il avait une CMD, FE basse 30% et FA qui date de 15 ans déjà. Donc, il était au stade 3-4. Tachycarde tout le temps malgré une trithérapie, déloxine, bêta-bloquant et cordarone. Holter, il monte jusqu'à 170. Donc, dans l'immédiat, j'ai été obligée de faire un cardioversion électrique et ça a marché parce que l'oreillette gauche était très peu dilatée, 25 cm², je ne me rappelle pas de volume, mais il a gardé donc un rythme sinusal pendant 2 ans et demi et la FE allait remonter jusqu'à 45%. 3 ans après, il a récidivé. Donc, sa FA récidive. Maintenant, il stagne avec une FE 40-45%. Il est toujours symptomatique. Est-ce qu'il y a de l'espoir pour lui de faire une ablation chez lui avec l'ancienneté de cette FA ou bien est-ce qu'on peut faire une ablation d'une heure avec CRT? Qu'est-ce que vous pensez pour lui? Alors, en fait, là, tu décris quelque chose d'assez complexe, en fait. Il y a quelque chose qui est important, c'est le fait que quand on a traité sa fibrillation auriculaire, qu'on l'a remis en rythme sinusal, il a amélioré sa fonction ventriculaire gauche. Ça nous pousse à aller vers l'ablation. C'est-à-dire qu'il faut lui donner une chance de récupérer, de conserver cette fonction ventriculaire gauche. Par contre, je ne pense pas que ce soit une vraie cardiopathie rythmique. Absolument. Parce que je pense que c'est une cardiomyopathie que la FA a aggravée, parce que les cardiopathies rythmiques, moi j'en ai vu plein, on les ablate, ils reviennent à la normale, ils ne gardent pas une dysfonction, ils reviennent vraiment à une FE normale.
Là, c'est probablement une CMD, une vraie CMD, qui est aggravée par la fibrillation. Mais il faut la traiter, hein, ces castes-là, il faut la traiter vraiment avec le meilleur traitement qu'on a, c'est-à-dire l'ablation, pour le moment. Il est jeune, il ne faut pas lui faire l'ablation d'une biventriculaire. Honnêtement, c'est lourd, ça. Non. J'abonde dans le sens... J'abonde dans le sens du docteur Belhamech pour dire que dans la CMD rythmique, la récupération de la fonction VG, on commence à l'obtenir au bout de quelques mois, vers 3-6 mois, la fraction d'éjection est normale. Lorsqu'on constate que la récupération de la fraction d'éjection elle est partielle, ça veut dire qu'il y a déjà une atteinte myocardique avant l'installation de l'AFA, que l'AFA, comme l'a dit Mohamed, elle a aggravé la situation. Je rajoute seulement qu'il est diabétique, elle a cours aussi coronaire saine, et maintenant il fait des bradis tachycardiques. C'est-à-dire au holter, il descend jusqu'à 39 avec des pauses jusqu'à 3 secondes, 3 secondes et demie. Et la nuit, il remonte jusqu'à 30-40. C'est une maladie de l'équivalent d'une maladie de Je crois qu'il faut sauf maintenant que s'il y a une indication à la stimulation, mais en dehors de ça, s'il y a une indication à la stimulation, ça c'est autre chose. Mais je te dis, s'il faut faire la cryo, oui, il faut faire l'ablation par rapport à l'ablation de l'isolation des veines pulmonaires, enfin l'ablation de l'AFA. C'est très intéressant. Il faut si l'oreillette gauche n'est pas dilatée. L'oreillette gauche peut dilater. Elle reste toujours aux alentours de 25 cm², 45 millilitres. Juste une question. Les épisodes de bradycardie, c'est quoi? C'est quand on passe de FA en rythme sinusal ou même de la FA, de la bradycardie? Commencer par ça, ensuite. Actuellement, il est en FA permanente. Il a réussi en FA permanente et il fait des bradies. Voilà. D'accord. Il faut le rechoquer. J'ai rechoqué, ça n'a pas donné. Quand il a récidivé dans l'immédiat, j'ai rechoqué, ça n'a pas donné. Pour ça, il faut retenter parce qu'il ne faut pas laisser trop FA. On sait très bien que les résultats de l'ablation, lorsque la FA dure plus d'un, 12 mois, 18 mois, l'ablation ne marche pas beaucoup. Je ne sais pas quelle est ton expérience. Mais moi, j'évite de prendre des vieilles FA parce que la structure histologique de l'oreillette change complètement. J'avais pris Guy Rodon, Guy m'avait donné des plaques, des planches biopsiques que son épouse a faites, Colette Guy Rodon, sur des FA anciennes et des FA plus jeunes. Et les FA anciennes ont une oreillette gauche, une histologique complètement désarticulée. De la fibrose, des adiposes, une apoptose très sévère. Donc, il ne faut pas laisser les patients trop longtemps en fibrillation auriculaire, sinon les résultats ne sont pas très bons. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je suis d'accord avec toi. En fait, l'AFA s'auto-entretient. Plus le patient reste en FA, plus il est difficile à réduire. Après, je ne sais pas comment vous procédez. Moi, s'il y a un échec de choc, je regarde. Est-ce qu'il y a une raison ? Est-ce que le patient était bien préparé par des antiarythmiques? Est-ce qu'il n'était pas en insuffisance cardiaque? Est-ce qu'il n'avait pas une bronchite? Enfin, en tous les cas, un facteur qui aurait pu faire qu'on a eu un échec. Et j'essaie de corriger cet échec. Moi, c'est l'âge jeune de ce patient qui me pousse à être un peu plus invasif, agressif avec sa fibrillation. Après, s'il y a une véritable indication à la stimulation, ça c'est autre chose, ça change un peu les choses. Par contre, les bradys FA, parfois c'est tout simplement des phénomènes de conduction cachée. Et quand on remet le patient en rythme sinusal, on s'aperçoit, c'est pour ça que je pense que Yazid insiste sur le choc, peut-être qu'en le remettant en rythme sinusal, on n'aura plus ces épisodes de bradycardie, ce qui nous dirait, c'est peut-être parce que son nœud souffre un peu quand il est en FA et qu'il faut absolument restaurer le rythme sinusal. C'est ce qu'on appelait la réponse paradoxale, la réponse ventriculaire paradoxale à la FA. Donc, au lieu d'avoir une réponse, elle est lente parce que le passage, justement, le patient, il passe en fibrillation atriale.
et ce qui n'est pas bon pour lui. Il faut le remettre en rythme sinusal. D'accord, Pour retenter. Merci. Je vous remercie. En attendant qu'on puisse le programmer pour une ablation, je pense que on aura le gaz bien. Dès que les vols le permettent, on aura le gaz et on pourra reprendre les ablations. Très bien. On a eu beaucoup de soucis pendant cette année. On a eu le malheur d'acquérir une salle Toshiba. Je ne sais pas si on a eu une très mauvaise expérience et elle est en panne jusqu'à maintenant. On a de gros soucis et on essaie de travailler avec, mais enfin. Ça, c'est les aléas, quoi. Les aléas, oui. Moi, je ne suis plus à Mustapha. J'ai quitté Mustapha. Oui, tu me l'avais dit. Tu viendras me rendre visite à Tipaza. Inch'Allah. Alors, d'autres questions? Alors, j'aimerais justement intervenir. Merci, Dr Belhamech, d'avoir accepté donc de joindre à nous et de nous faire cette belle présentation. Donc, par rapport à ces nouvelles recommandations en 2020, on voit que l'ablation commence à prendre du terrain par rapport au contrôle du rythme par les antiarythmiques. Avant, on disait que le contrôle du rythme était égal au contrôle de la fréquence. Oui. Et je pense que cette égalité, elle se voyait justement par rapport à l'effet indésirable ou les effets secondaires des antiarythmiques. C'est eux qui faisaient que le contrôle de la fréquence égalait le contrôle du rythme. Maintenant que l'ablation, elle apporte un plus et entre les mains des experts, tout ça, on va dire qu'elle est safe, plus ou moins safe. Justement, chez les personnes âgées de plus de 80 ans avec le risque d'AVC ou des gens qui ont fait des AVC, on sait que ce sont des patients qui ont beaucoup de comorbidités. Est-ce que vous ne pensez pas que leur proposer l'ablation serait meilleur que le traitement antiarythmique ou les garder sous traitement justement éviter justement les anticoagulants chez eux? Alors, bien sûr, sur les recommandations, il n'y a pas de limite d'âge. Mais en pratique, nous, on l'a fait, la limite d'âge. On l'a fait parce qu'en général, au-delà, je dis bien au-delà, et là, je m'avance, mais ça, c'est peut-être tiré de ma propre expérience, mais c'est ce que j'entends un peu partout. Au-delà de 75 ans, honnêtement, c'est prendre un risque. Le risque est beaucoup plus élevé de l'ablation, je parle, avec un résultat qui reste relativement hypothétique. Ce sont pour la plupart des gens qui ont une FA persistante, voire permanente, qui ont des oreillettes gauche dilatées, qui ont des comorbidités importantes. Je pense que ces gens-là, il faut essayer, s'il n'y a pas d'insuffisance cardiaque maîtrisable, etc., je pense qu'il faut les laisser en fibrillation et prévenir des accidents thromboemboliques. Alors nous, on a la chance ici de faire des fermetures d'auricules. Donc ces gens-là, on y va facilement pour leur fermer l'auricule. Comme ça, on est tranquille sur le plan des anticoagulants et on peut les traiter sur le reste. L'ablation n'a pas de bons résultats et avec en fait un risque, enfin le bénéfice-risque est en faveur plutôt des complications et du risque. C'est pour ça que on n'y va pas chez ces gens-là. On sait que... Parfois, par exemple, s'ils n'ont pas de dilatation importante des oreillettes, est-ce que vous associez ablation, fermeture d'auricule? Alors, ça m'est arrivé, ça m'est arrivé. Mais attention, j'ai dit le plus souvent, ça ne veut pas dire que je ne l'ai pas fait. J'ai fait, je crois que le premier malade, je dis bien le premier malade que j'ai fait, il avait 76 ans, c'était une femme. Elle avait un cœur strictement normal et quand elle faisait ses passages en fibrillation, elle courait aux urgences parce qu'elle ne supportait pas sa fibrillation. Donc ça, c'est le premier patient, elle avait 76 ans. J'ai fait de la cryo, comme notre ami Yazid.
J'ai fait de la cryo, je l'ai revu à 1 an, aucune récidive. Elle me dit alors, qu'est-ce que je fais? Je dis, écoutez, maintenant, vous revoyez votre cardiologue, c'est lui qui gère. Elle n'avait aucun traitement en dehors des anticoagulants. En dehors des anticoagulants. Et puis, normalement, le résultat se maintient à 5 ans. Elle m'a appelé 5 ans après. Elle me dit, écoutez, ça fait plus de 5 ans, je n'ai jamais fait de la FA. Donc, tu vois, c'est-à-dire qu'il y a quand même des exceptions. Il y a une règle générale. Au-delà de 80 ans, en général, ils sont quand même vachement atteints. Hein. Après, si le malade n'a rien et que le risque majeur chez lui, c'est de faire l'AVC, bah, ça m'est arrivé effectivement de faire à la fois fermeture d'auricule plus ablation. Ça m'est arrivé plusieurs fois, ça, dans la même séance d'ailleurs. Très bien. Je pense qu'on est arrivé quand même à la fin de cet intéressant meeting. Hein. Alors, merci beaucoup hein, pour. Tu veux dire quelque chose? Vas-y. Non, je suis désolé, mais si vous voulez, je peux vous passer au moins un cas. Oui, vas-y, allez. Qu'on va sortir parce c'est dommage que je n'ai pas la boucle. Mais on ne va pas te lâcher, hein, on va faire le numéro 2. Hein. On va faire la suite. Inch'Allah. Tu auras la suite. Hein. Non, en fait, j'ai vraiment de gros soucis techniques par rapport à ça. Les vidéos ne passaient pas. Alors, ça, c'est un patient, 65 ans, hypertendu coronarien, et il a un stimulateur cardiaque parce qu'au départ, il a été pris pour une maladie rythmique. Et il a déjà eu 2 ablations, déconnexion des veines, défragmentation, ligne du toit, ligne mitrale. Et il revient pour cette tachycardie que vous voyez. Donc, c'est une tachycardie, hein, on voit bien sur le sinus coronaire, c'est une tachycardie atriale ou un flotteur. Hein, et quand on regarde, c'est dommage parce que c'est là où il y a la vidéo qui tourne et on voit très bien comment émerge cette tachycardie, mais on a vérifié les lignes que vous voyez là, elles sont nickel, la ligne antérieure, la ligne du toit, les veines, tout est nickel. Par contre, ce que vous voyez ici, il y a quelque chose qui part d'ici. Donc, ça, c'est un contrôle de la ligne antérieure. On voit bien qu'il y a… Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, quand on voit des couleurs extrêmes comme ça veut dire qu'il y a un bloc bidirectionnel. Hein. C'est-à-dire que la couleur verte, parce qu'en fait, le code couleur, vous voyez ici, le code couleur, comment il est, il va du rouge, orange, jaune, vert, et puis ça, comme ça. C'est comme ça. Et donc, quand on voit 2 fronts se coller comme ça, c'est que la propagation, elle se fait dans ce sens-là et qu'à un moment donné, elle bloque, elle n'arrive plus. C'est pour ça que les vidéos sont intéressantes. Voilà, donc ici, on voit l'émergence de cette tachycardie-là. Et on se dit, alors, ça, c'est une particularité de Rhythmia avec le limit point. Et on voit ici le limit point, il nous dit, tac, ici, il y a quelque chose qui passe. Le limit point, en fait, ça nous permet de donner ce qu'ils appellent, eux, la vallée. En fait, la vallée, c'est l'isthme. C'est l'endroit où il y a le moins de myocarde qui est connecté. Donc, on voit ici que ça passe ici. Donc, c'est vraiment la vallée. Et ça correspond à ce point-là. Et quand on fait tourner la carte, on se rend compte qu'il nous manque 70 millisecondes sur le cycle. On a un cycle, attendez, je ne me rappelle plus du cycle à 323, il nous manque 70 millisecondes. Ils sont où? On a fait une carte complète de l'oreillette gauche, ça veut dire qu'ils viennent d'ailleurs. Donc, c'est l'oreillette droite. Donc, on fait une carte de l'oreillette droite. Et là, on se rend compte qu'effectivement, il y a une partie du cycle qui est à droite. Vous voyez? Et donc, ça, c'est l'oreillette droite. Et une partie vient ici, elle émerge ici, et elle va vers l'oreillette gauche. Alors ça, il y a un papier qui est sorti il y a 1 an
de l'équipe de Bordeaux, hein, c'est un Asiatique qui a écrit, mais c'est un fellow de Bordeaux qui a décrit ça, c'est ce qu'on appelle la double loupe, et ils ont classé ça en type 1, type 2, type 3. Type 1, c'est quand on a une double loupe comme ça, deux fronts qui vient de périmétral, toit OG, et l'autre front, c'est péritrique et toit. Et le type 2, c'est uniquement le périmétral, le toit, et une partie de l'oreillette gauche. Et le type 3, c'est pas le périmétral, c'est un foyer au niveau de l'oreillette gauche qui tourne entre les deux oreillettes. Et nous, on est ici, dans ce type-là. Donc, vous voyez un peu, quand on a refait la carte, c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas la vidéo. Parce que... Et là, on se rend compte que notre front, ben, il arrive comme ça, il tourne, là. Et il redescend comme ça. Donc, on a une espèce de double loupe comme ça qui tourne. Et quand on regarde pour bloquer le circuit, ben, il faut tirer au niveau du ridge. Le ridge, il est là. Le ridge, c'est la portion entre la veine supérieure gauche et l'auricule. Parce que l'émergence, elle se fait par le biais du septum, par là. Donc, on se dit, on va tirer là. Donc, on fait le ridge. Ça ne fait rien. Ça ralentit un petit peu la tachycardie, rien. Hein? Là, j'ai une vidéo, ça ne passe plus. C'est pas grave. Là, on se dit, ben, on va peut-être aller, pour ceux qui font de la rythmologie, c'est qu'il y a une connexion qui se fait entre l'oreillette droite et l'oreillette gauche par le faisceau de Bachmann. Et en fait, c'est ce faisceau-là qui conduit cette tachycardie. Cette tachycardie emprunte le faisceau de Bachmann, c'est pour ça qu'elle passe de l'oreillette gauche à l'oreillette droite assez facilement. Et donc, on tire là. Hein, les tirs sont ici. Et une fois qu'on a brûlé le point d'émergence du faisceau de Bachmann, le patient revient en rythme sinusal. Après, à la fin, on vérifie tout. Hein. On se rend compte ici qu'il y a une connexion des veines. Donc, on va refaire une ligne sur les veines. Et vous voyez qu'à la fin, tout est étanche et le patient en rythme sinusal. Je vais vous montrer une vidéo d'un autre patient. J'espère qu'elle va passer celle-là. Bon, elle passe pas. Elle passe pas. Je ne sais pas pourquoi. Attendez, si je fais fin. C'est pas grave, comme ça tu reviendras la prochaine fois. Inch'Allah. Bon, en tous les cas, voilà. Ça va sortir bientôt dans le journal d'électrophysiologie, Inch'Allah. Justement, docteur Bellamèche, quand vous faites une ablation, après combien de temps vous faites un holter à la recherche de FA asymptomatique? Et quand vous retrouvez une charge, par exemple, en extrasystole atriale importante avec des facteurs de risque de récurrence ou de récidive, est-ce que vous allez vers une réintervention? Non. Quand il n'y a que des extrasystoles, on n'y va pas. On observe toujours la période de blanking à l'écart 3 mois parce que la période, elle est importante parce que c'est l'inflammation. On a brûlé et donc il y a des phénomènes inflammatoires et ces phénomènes inflammatoires vont eux-mêmes peuvent générer de l'AFA, eux-mêmes. Et une fois qu'on a dépassé ces 3 mois, là, on commence à évaluer le patient. En général, moi, je leur fais faire un holter à 3 mois, 6 mois, 1 an. Il y a des gens qui font ça 1 mois. Je pense que ça ne sert à rien. De toutes les façons, en dehors du patient qui a un score SHATS inférieur à 1 et qui a un cœur normal pour lequel on va tout arrêter à 1 mois, parce que le patient jeune qui n'a pas de risque thromboembolique et qui n'a aucune cardiopathie, au bout d'1 mois de traitement, je leur donne uniquement des anticoagulants. Je leur arrête tout. Les autres patients, je dis bien les autres patients, je les garde
jusqu'à 3 mois, et c'est à 3 mois que je décide d'arrêter. Je parle des antiarythmiques. Les anticoagulants, vous avez tous compris que ce n'est pas le résultat du geste d'ablation qui est important, c'est le score SHATS. Pour l'instant, pour le moment, c'est comme ça. Mais pour le traitement antiarythmique, c'est à 3 mois que je leur arrête les antiarythmiques pour les évaluer après sur la récidive. Et justement, les patients, par exemple, qui ont une pathologie structurelle, donc du cœur, vous avez dit tout à l'heure que l'ablation, ça ne donnait pas trop de bons résultats. J'ai quand même un patient qui a une cardiomyopathie hypertrophique, qui a fait une FA, qui l'a dégradé sur le plan symptomatologique, il avait fait de l'insuffisance cardiaque. On a restauré donc le rythme sinusal par juste un choc électrique. Et là, ça fait 5 ans ou plus. Il n'a pas récidivé de sa FA et sur le plan symptomatique, il est beaucoup mieux. Donc, bien sûr. Moi, dans mon expérience, c'est les patients qui ont des CMH qui sont les plus symptomatiques parce que déjà, ils ont un trouble de remplissage de base, même quand ils sont en rythme sinusal. Alors, quand ils perdent la systole auriculaire, ben, ils sont encore plus pénalisés. Donc, voilà. Et puis, bien sûr, après, il y a l'insuffisance cardiaque globale où là, effectivement, la FA aggrave les choses. Mais je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas lui faire l'ablation. J'ai dit tout simplement que ce sont des patients qui récidivent le plus. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas leur faire. Par contre, il faut vraiment regarder la taille de l'oreillette, il faut voir s'il n'y a pas une fuite mitrale. En fait, il faut regarder, parce que souvent on regarde uniquement la fonction ventriculaire, mais la fonction diastolique chez ces gens-là, elle est souvent altérée. Quand elle est très altérée, les risques de récidive sont énormes. Après, on a des exceptions, bien sûr, tant mieux pour lui. Et par contre, tu le maintiens en rythme sinusal avec un traitement médical, j'imagine. Oui, oui, bien sûr. Oui, voilà. Merci. Hein. Ben, je pense que. Merci, Dr Bellamèche. Merci beaucoup. Merci. Si Mohamed Barakallahu Fik, merci beaucoup pour cet excellent exposé qui sûrement a été très bénéfique pour nos jeunes et moins jeunes. Et j'espère qu'on te reverra prochainement, durant l'année, hein, puisque on organise chaque mercredi un meeting. Mais c'est une très, très bonne et une excellente initiative. C'est vraiment très bien. J'espère que bientôt tu nous présenteras autre chose en rythmologie. Hein, là où tu excelles beaucoup. Si Aoudia, Barakallahu Fik, si Yazid, merci pour avoir modéré cette présentation. Merci. Avec plaisir, marhaba. Merci pour Borahla qui est un petit peu derrière cette initiative d'aujourd'hui. Et Barakallahu Fikum Jami'an. Assalamu alaikum. Merci beaucoup. Salam,